Bonjour Christelle. Bonjour Christine. J'avais envie de discuter avec toi, si tu veux bien, en inversant un peu les rôles, ou en tout cas en mélangeant les rôles d'interviewé-intervieweur, par rapport aux récents événements qu'il y a eu en France, qui sont difficiles à occulter. Et ça m'a amené un questionnement, c'est comment est-ce que, quand on a vu 4 millions de personnes se mobiliser dans les rues, et au moins autant chez eux derrière la télévision, qui se sont mobilisés en ayant des comportements de fraternité, en ayant tous manifesté sereinement, pacifiquement, donc en démontrant, même avec des motivations différentes, qu'ils avaient envie de vivre autrement, de vivre avec du sens, en honorant nos valeurs républicaines, en les manifestant et en ayant une attitude de fraternité et de paix. La question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'ils vont s'y prendre après pour être le salarié, le dirigeant, le manager, dans un système qui peut-être, lui, n'a pas autant changé. Les manifestations ont montré aussi qu'ils se mobilisaient pour une valeur qui est non négligeable, c'est la liberté d'expression. C'est une liberté qui pèse lourd et qui dénote derrière une volonté de liberté et de pouvoir être déjà. Donc ils ont été touchés au plus profond de leur être sur cette liberté-là. Donc je pense qu'il faut s'interroger, est-ce que cette liberté est trop emprisonnée au quotidien? Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce qu'il y a un cumul de frustration aussi au point de réagir aussi violemment par rapport à cette attaque? Violemment ou solidairement, on va dire, mais en tout cas fortement. Et comment pourrait-on transposer ça dans l'entreprise? Quelle serait cette volonté d'expression, de changement et d'affirmation qu'il pourrait exprimer? Alors je veux bien revenir sur ta question, je voudrais juste faire un petit détour en continuant le fil que j'avais déroulé en le questionnant. Donc on observe qu'effectivement il y a eu un choc réel, physique, avec des vrais morts. Une majorité de médias qui a supposé des choses et qui a eu tout un vocabulaire qui est parti, que ce soit par nos dirigeants ou par les médias, sur l'axe de guerre, de fracture, enfin, des mots qui étaient quand même dans un registre de guerre. Et la réponse des citoyens était presque incroyable. Enfin, les gens ne s'en doutaient pas, la préfecture non plus de Paris ne se doutait pas qu'il y aurait autant de personnes qui viendraient, donc il y a eu quelque chose de très profond effectivement qui a été touché, et une manière de réagir qui était relativement impensable ou improbable il n'y a pas tellement longtemps, puisque chaque année passant, les gens se disaient mais il faudrait une révolution. Alors après on est d'accord ou pas d'accord avec le principe même, mais dans le sens de vouloir changer radicalement des choses qui ne fonctionnent pas, et on voyait que chaque année passait et qu'il n'y avait pas de mobilisation réelle. Et là, tout d'un coup, on a des millions de gens qui se mobilisent avec une volonté partagée, quelles que soient les origines, quelles que soient les couleurs de peau, quelles que soient les religions, les croyances, etc., avec une volonté de fraternité, de dignité et de non-récupération de ce qui avait été blessé en eux par qui que ce soit. Et on voit une fracture avec la manière dont c'est utilisé par les gouvernants, par les médias. Je ne sais pas pour les entreprises, mais il y a en tout cas une décorrélation importante. Et donc les citoyens sont venus dire qu'ils avaient besoin d'essentiel, qu'ils avaient besoin de communion, qu'ils avaient effectivement besoin de liberté, d'expression aussi, mais de liberté profondément, et de sens. Et la question qui se pose, enfin en tout cas moi qui m'a amené à avoir envie de discuter avec toi, c'est cette question de sens, cette question de liberté, cette question de fraternité, elle va être entendue comment, répondue comment dans l'environnement quotidien que connaissent la majorité des gens, qui est le contexte entreprise, que ce soit une société, une association ou autre. Comment est-ce que on va avoir une réponse là, surtout si le système ne change pas? Et le système ne change pas, il est pour une raison bien simple, c'est qu'il ne voit pas peut-être tout de suite l'intérêt de changer, qu'il est pris par des tas de contraintes et que donc dès le lendemain matin, les rouages se sont mis à fonctionner comme d'habitude. Donc d'un côté, dans la société civile, on a vu une vraie fracture, c'est-à-dire quelque chose de radicalement différent, un véritable changement de comportement.
On voit une fracture entre les citoyens et les représentants des citoyens qui n'ont pas forcément rendu compte exactement de ce que les gens voulaient dire. Et les gens reviennent dans le contexte professionnel et là, ben c'est pareil. Alors moi, j'aimerais aussi souligner qu'on parlait, comme tu l'as dit, souvent, il va y avoir une révolution, les gens n'en peuvent plus, ils vont descendre dans la rue. Et ce qu'a montré cet événement tragique, c'est qu'ils se sont tous mobilisés dans la solidarité et de manière pacifique. En fait, la volonté, ça a été d'aller plus vers une harmonie et vers un ensemble, vers du sens commun, que finalement lutter contre des actes terroristes ou un système qui ne va pas ou des dysfonctionnements. Et c'est là où ça a été, je pense, assez surprenant qu'il y ait une mobilisation aussi importante, c'est qu'il y a une prise de conscience généralisée que le changement maintenant se passera par d'autres formes de rapports humains, d'autres formes d'aller ensemble. Et je pense qu'on arrive au XXIe siècle pour un peu arriver à agir différemment. L'histoire nous a prouvé que il y a eu beaucoup de dérives et beaucoup d'affrontements finalement qui n'ont pas arrangé l'humanité. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a une élévation un peu des consciences pour se dire non, stop, nous on voudrait un monde différent. Alors, en entreprise, comment transposer ça en entreprise qui est quand même toujours bien organisée en silo, très hiérarchisée, notamment en France? C'est un petit peu difficile. Parce que c'est vrai que sa casquette de citoyen n'est pas forcément la même que sa casquette de collaborateur ou que salarié. Les gens se sentent peut-être plus libres dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle. Donc il y aurait peut-être là vraiment des méthodes à changer radicalement, parce qu'on voit bien de nos jours qu'aussi les salariés, les jeunes, même diplômés, sont plus intéressés et plus séduits par les startups, par les nouvelles formes d'organisation, par les nouvelles façons de travailler ensemble. Et il y a peut-être que les événements extérieurs amènent l'entreprise à réfléchir de façon radicale et assez rapidement finalement sur ces modes d'organisation et ces modes du travail ensemble. Alors ça amène effectivement à la pratique de coopération. Pratique de coopération qui a été mise en exergue par beaucoup de biologistes et de biomiméticiens pour démontrer qu'en fait le vivant sur Terre fonctionne essentiellement sur la coopération et que la compétition est quelque chose de très minoritaire, que la nature a utilisé de façon rarissime, enfin en tout cas de façon rare, si on regarde le continuum de toutes les espèces. Mais par contre, la manière dont nous, les êtres humains, se sont servis des valeurs de guerre et des valeurs qui amènent à parler de compétition, c'est nous qui avons tordu en fait les représentations sur la réalité et qui avons dit, qui avons pris les travaux de Darwin en ne prenant qu'un élément et pas la totalité, en disant le vivant fonctionne sur les lois de la jungle et la loi du plus fort. C'est pas que ça soit faux, c'est juste que c'est marginal. Et en fait, le vivant qui perdure quand même depuis 3,8 milliards d'années sur Terre, donc il y a juste quelques leçons de durabilité à nous donner, lui fonctionne autrement. Et donc il y a des coopérations interespèces, intra-espèces, qui démontrent que c'est majoritairement de la coopération qui fonctionne. Et donc les humains qui reprennent contact avec le vivant, enfin nous, notre société, puisqu'on sait bien décorrélé de la nature et pour des choses tout à fait intéressantes que nous avons réalisées en termes de progrès et autres. Là, on reprend conscience de la nature, ne serait-ce que par toutes les questions climatiques, environnementales et autres. Donc cette prise de conscience écologique, qu'on le soit ou pas, c'est juste le fait de prendre conscience de la part de l'être humain sur le vivant et sur la Terre, nous a amené à reprendre conscience qu'on fait partie de la nature. Et ce faisant, même des scientifiques tels que les biologistes ont revu leurs prédicats, ont revisité
leurs connaissances, ont revisité leur matière, ont revisité des hypothèses et se sont rendus compte que la réalité elle était sous le nez, que le vivant apporte des clés et que jusqu'ici on n'avait pas été en capacité de les regarder. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il est plus efficace que nous coopérions. Et quand un groupe humain, par exemple une entreprise, fonctionne en mode de coopération, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des tensions, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps d'accord, ça veut dire simplement qu'on sait gérer autrement la discorde, autrement le désaccord, autrement les tensions, et qu'elles deviennent fructueuses, qu'elles deviennent source de créativité, d'émergence de possibles, qu'on repose sur la confiance a priori qu'on peut faire dans l'être humain et pas une défiance qui va légitimer les structurations managériales telles qu'on les connaît. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a une abolition de tous les rôles, on va les recomposer autrement, on va réfléchir aux rôles qui sont nécessaires à pourvoir et comment est-ce qu'ils vont être nourris par telle et telle personne en fonction de leurs compétences et non pas avoir une logique hiérarchique avec une logique de carrière qui vise à partir à tel endroit et arriver tout en haut. Et donc de repenser profondément les choses en se rapprochant de lois qui ont été pérennes et qui ont fonctionné, et ben les entreprises qui se lancent dans ce fonctionnement-là, pas forcément que des startups, hein, on peut avoir des startups, on peut avoir des TPE, on peut avoir des PME et des entreprises un petit peu plus conséquentes, mais ceux qui se lancent dans cette aventure-là, eh bien ils constatent qu'il y a de la croissance, que la gestion quotidienne, il y a beaucoup moins de turnover, qu'il y a beaucoup moins d'absentéisme, qu'il y a beaucoup moins de maladies, que les gens trouvent du sens, donc comme ils trouvent du sens, comme ils trouvent leur place, comme ils peuvent utiliser leurs différentes ressources et pas que celles qui étaient écrites sur leur job description, ben, curieusement il y a une motivation accrue et résultat il y a d'autres types de fonctionnement. Alors c'est pas un monde parfait, ça se recompose, ça se redéfinit tous les jours, mais en tout cas c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche du quotidien des gens, qui répond à leurs besoins fondamentaux et qui les motive à rester et à donner de leur énergie au sein de l'organisation. On voit, le constat est criant, hein, la principale problématique des DRH dans les années qui viennent, c'est l'engagement des salariés, des collaborateurs. Il y a une perte de motivation, il y a un désengagement, il y a un présentéisme négatif. Donc on en parle beaucoup de tous ces sujets-là et finalement rien ne bouge pour essayer d'engager. Et on voit bien que c'est plus la rémunération sur objectif, ce genre d'outils RH, on leur limite. Donc comment motiver, comment réengager, c'est beaucoup sur le projet. Pour le projet de vie aussi, qui doit être en phase avec le projet professionnel. Donc, il y a un équilibre à trouver de la part de l'entreprise également. Et il est vrai que comment on peut arriver à une entreprise qui a perdu un peu son aura auprès des collaborateurs, son leadership, comment peut-elle arriver d'un coup à créer un nouvel environnement pour favoriser l'engagement? Est-ce que toi tu aurais des pistes de réflexion à ce niveau-là? Ce que j'ai surtout, c'est des exemples d'entreprises qui ont décidé de se lancer dans cette aventure-là et qui donc... on dit, bon ben ok, en tant que c'est principalement le dirigeant et le comité de direction qui peuvent donner l'exemple. Hein. Ce qui est le plus difficile pour un dirigeant, c'est de revisiter la question du pouvoir. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui sont dirigeantes ou leaders ont une capacité à avoir du pouvoir et souvent c'est un pouvoir sûr. Alors que ce qui est tout à fait intéressant, c'est de revisiter cette notion de pouvoir pour faire un pouvoir avec. Ça ne veut pas dire que le manager ou le dirigeant va perdre ce qu'il sait faire ou ce qu'il sait bien faire. Il va simplement donner un peu d'espace pour que les autres personnes puissent également avoir leur place également, un pouvoir aussi, mais un pouvoir d'action, un pouvoir sur les choses à faire. Et résultat, cette volonté délibérée de revisiter la notion de pouvoir et de décider de le partager va donner des effets tout à fait intéressants en termes de coopération, parce que les personnes prennent à bras-le-corps, non pas le pouvoir du dirigeant, il ne s'agit pas d'aller prendre la place de l'autre, c'est simplement de répondre au quotidien et d'arriver à élargir son champ de compétences et de se rendre compte qu'au lieu d'attendre que ce soit le niveau au-dessus qui donne l'autorisation de ceci ou qui signe cela,
eh bien les gens, on développe en fait l'empowerment des personnes et les personnes sont co-responsables d'un certain nombre de choses. Alors, c'est même pas une question de pouvoir, c'est une question de responsabilité partagée. Aussi. Responsabilité partagée vers un but commun avec une sectorisation un peu des tâches ou des missions à effectuer pour pouvoir arriver à mener un projet dans sa globalité. Donc c'est vraiment une approche différente du travail et ce que ça vient ébranler, c'est la manière, la représentation classique de la forme de l'entreprise, qui est en top-down, qui a ses strates hiérarchiques, et avec elle, eh bien, effectivement, les rémunérations, les responsabilités, etc. Là, c'est une vision qui est différente, c'est de se dire, bon, c'est quoi la raison d'être de cette entreprise? En quoi la raison d'être de cette entreprise s'inscrit dans quelque chose de plus large? Et il y a de plus en plus de personnes qui sont en faillite de sens et qui ont besoin de savoir en quoi leur entreprise participe au bien commun ou au contraire le détruit. Et on sait très bien que dans les entreprises où l'exercice, le contenu de l'activité de l'entreprise est quelque chose de destructeur, soit pour les êtres humains, soit pour le reste, ça pose de gros problèmes de sens aux personnes qui y sont, qui ne l'expriment pas forcément. Non. Et donc après, ça a des répercussions sur la santé, sur le stress, sur le burn-out, et ils se sentent comme piégés dans un système. Elles servent un système qui ne leur correspond plus. C'est ça. Et du coup, ça crée de plus en plus de fractures. Et si les dirigeants et les DRH sont pas forcément sensibles à ce discours-là, ils peuvent être sensibles en tout cas au coût que ça représente de continuer un système qui n'honore pas la vie, quelle qu'elle soit. Ça a un coût en termes de turnover, en termes d'absentéisme ou de présentéisme négatif, en termes de stress, de burn-out, de harcèlement, etc. Donc ça a un coût social énorme, avec des effets clairs en termes de manque de productivité, de beaucoup moins de créativité, donc l'innovation est beaucoup plus difficile à mettre en place, etc., etc. Donc ça a un coût objectif qui peut être regardé, ne parlons pas des effets d'image et de réputation qui peuvent aussi être engagés. Tandis que faire le choix d'une autre voie et de trouver en tout cas la manière que l'entreprise puisse évoluer de là où elle est vers une autre voie, c'est déjà reconnaître la situation et essayer de faire avec et de trouver d'autres voies. Et effectivement, au lieu de se soucier de motiver les gens, a fortiori de faire des stages de motivation pour les gens, c'est pas la question, c'est de partir de leur motivation à eux et d'essayer de les faire coïncider avec celle de l'entreprise. Et là, c'est juste fabuleux quand on fait participer les gens en leur demandant bon, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu es en capacité de faire en plus de tes compétences métiers et autres, et comment est-ce que tu veux honorer cette mission d'entreprise. Et là, c'est juste fascinant de voir tout ce qui va être mobilisé. On voit beaucoup quand même, il y a des entreprises qui rachètent des jeunes pousses, des startups, donc en fait qui misent aussi sur cette effervescence et ces nouvelles idées. Et peut-être que c'est essayer de faire rejoindre un peu ces deux mondes avec une effervescence, beaucoup d'innovation, beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives qui vont peut-être amener les plus grandes structures à évoluer peu à peu. Mais il faut arriver à ce qu'il y ait une fusion pour pouvoir arriver à un changement dans la douceur et pour le bonheur de tous, on va dire. Et quand on parle de rachat de start-up par des grands groupes, un problème majeur qu'il y a dans ces cas-là, c'est que ce qui est spécifique à la start-up, son esprit d'entreprise, son agilité, sa réactivité, toute son originalité, quand elle rentre dans les process de la grosse entreprise, elle peut être noyée et du coup perdre toute sa vitalité et du coup sa valeur. Donc il ne s'agit pas de qualifier les uns de ça c'est bien et ça c'est pas bien, c'est pas le sujet. Une grande entreprise, c'est évident et normal qu'elle se soit structurée, qu'elle ait des process partout, de par sa taille et de la complexité que ça a de faire tourner tous les rouages. La question est de dire, voilà, c'est plus on grandit, plus c'est difficile. Donc il faut sécuriser, il faut optimiser, il faut sécuriser. La question c'est de voir est-ce que il n'y a pas moyen de revisiter ça, puisque le vivant le montre, il n'y a pas de holding dans le vivant. C'est-à-dire que le vivant ne sait pas faire des choses, des grosses fusions-acquisitions. Il y a toujours des petits microcosmes. Et ce sont ces petits microcosmes qui peuvent être parfois reliés par des raisons et autres, mais qui peuvent fonctionner de façon systémique. Et l'idée, quand même, qu'apportent les biomiméticiens, c'est de dire, mais inspirons-nous du vivant, c'est ce qu'on fait en R&D sur des matériaux, sur la conduction, sur l'énergie, sur des tas de domaines. Faisons-le aussi
de nos structures organisationnelles et managériales, inspirons-nous du vivant qui nous a donné des notions de durabilité, alors qu'on voit bien que nos grandes entreprises et que le système dans lequel on est crée quand même beaucoup d'entropie. On a beaucoup d'entreprises qui meurent, qui s'abîment, qui perdent de la valeur, il y a des dépôts de bilan. Enfin, ça n'est pas que un modèle en croissance et en réussite. Il y a des réussites parfois, mais au prix de beaucoup de casses. Et donc peut-être que toute l'agilité tient à se dire qu'est-ce qu'on pourrait, en s'inspirant de tout ce qui est vivant, qu'est-ce qu'on pourrait arriver à faire qui permettrait de nourrir davantage quelque chose qui serait au bénéfice des différents acteurs à l'intérieur et des parties prenantes. Se focaliser sur son cœur de métier, constituer toute une chaîne de valeur grâce à différentes petites entités innovantes qui peuvent être des relais et d'innovation et d'extension, d'activité ou de reconversion, ou une ouverture en tout cas des champs d'idées, des possibles, pour pouvoir faire évoluer son activité qui prend en compte aussi toutes nos problématiques, les problématiques environnementales et sociétales qu'on connaît à l'heure actuelle. Et ça serait on ne va pas dire que ça serait une métamorphose, mais ça serait une évolution adaptée à nos besoins actuels, modernes, et les situations dans lesquelles aussi on se trouve, où il faut absolument repenser beaucoup de choses, parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Et il va bien falloir adapter les exploitations, les activités, dans ce respect de l'environnement et de l'humain, ça c'est sûr. Et pour moi, ce qui s'est passé dans la semaine du 7 au 11 janvier, alors c'était suffisamment flagrant pour ne pas être décrit comme signaux faibles. Quand je le nomme signaux faibles, c'est dans le sens où ça s'est manifesté dans la société civile, c'est l'expression d'une volonté citoyenne particulière, mais ça a mis en exergue un certain nombre de fractures. Et en quoi c'est un signe faible? C'est attention que ça n'ait pas lieu ailleurs. Et c'est fort possible que ça puisse avoir lieu ailleurs. Et on ne sait pas ce que ça donnerait si tout d'un coup, une majorité de salariés prenait la même mobilisation dans une entreprise pour simplement décider qu'elle soit autrement. On est face à quelque chose de très imprévisible et improbable qui a eu lieu là, et face à quelque chose qui a été excessivement violent, il y a une réponse qui est complètement inattendue. Il faudrait peut-être voir à ce que on puisse avoir la même chose dans les entreprises. J'aimerais citer le cas qui est vécu comme très marginal et qui est nié, gommé, parce que la quantité de chômeurs est très importante, mais moi je trouve qu'il y a quand même un phénomène qui est très important à prendre en considération. Ce sont le nombre de personnes qui ont à peu près entre 25 et 45 ans qui décident d'arrêter de travailler dans l'entreprise où ils sont. Ils ne sont pas virés, ils ne sont pas licenciés, ils décident de s'en aller. Et ils décident de s'en aller en prenant parfois le risque de ne pas savoir avec quoi ils vont manger demain. Et ils sont diplômés, ils sont à Bac+5 quand c'est pas avec doctorat, ils ont un poste, ils ont de la reconnaissance sociale, ils ont des revenus, ils ont une carrière qui se déroule devant eux, ils ont de la promotion et ils disent non. Stop. Alors, ils sont quand même nombreux. Effectivement, comme le marché de l'emploi est important, du bon, on n'a plus celui-là, on va en prendre un autre. Mais attendez, quand c'est plus 3-4 personnes, mais que c'est des dizaines et des dizaines, voire des centaines de personnes, je trouve que ça veut dire quelque chose. Ce sont des gens qui ont une belle valeur, qui avaient ou qui ont toujours une belle employabilité, et qui veulent plus revenir dans le système, et qui veulent nourrir autrement les choses, et qui sont du coup dans une créativité, qui essaie de se dire, bon, et comment est-ce qu'on peut contribuer au système, mais simplement autrement. C'est quand même quelque chose d'important à considérer, d'autant qu'on a bien vu, tu l'as dit tout à l'heure, que les jeunes générations sont en appétit de sens, sont en appétit de savoir si l'entreprise dans laquelle ils vont travailler est vraiment engagée, etc. Donc, si on a ce phénomène qui s'étend aux plus jeunes et qu'on a beaucoup plus de gens qui font ça, il y aura à terme un problème de main-d'œuvre si ça devient un mouvement beaucoup plus partagé. Donc, pour moi, c'est un signal faible à prendre en considération. Il y a déjà un besoin en termes de compétences. Certains secteurs d'activité sont pénuriques, malgré le chômage. Il y a déjà des entreprises qui essaient de recruter des promotions entières de jeunes diplômés, notamment d'ingénieurs. Il y a beaucoup d'expatriation des jeunes diplômés. Donc déjà, il y a quand même aussi un manque de compétences sur certains secteurs d'activité. Hein. Donc c'est sûr que ces entreprises-là seront plus en alerte.
Mais les autres qui sont des belles entreprises, qui ont une notoriété mondiale, internationale, et qui rencontrent aussi de grandes difficultés et ils doivent licencier, et ils doivent se réorganiser. Et elles aussi, elles vont devoir attirer autrement, et pas que par le poste qu'elles peuvent offrir. C'est vrai que ces valeurs et cette montée de sens et de vouloir faire attention un petit peu, ça se diffuse de plus en plus. Et les gens se retrouvent face à une alternative, c'est je reste dans le système, je continue, et puis je suis face à des angoisses personnelles et je n'y arrive plus. Donc ça rejaillit sur l'environnement professionnel, l'environnement familial, parce qu'on se retrouve dans une boîte qui ne correspond plus, on sent bien que on me droit dans le mur ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou je lâche prise et je m'en vais. Voilà. Donc est-ce que c'est pas parfois aussi une question de survie de partir, de survie pour soi? Si, et quand tu parlais d'entreprises prestigieuses, connues, effectivement, on va avoir des jeunes diplômés qui vont faire le choix de leur premier emploi dans une entreprise comme ça, premier emploi, voire deux, et qui s'arrêtent parce qu'ils se disent, bah oui, je ne sais pas à quel mirage j'ai répondu, mais voilà, qui se repose la question du sens. Et ça, c'est un point. Et il y a un autre point, moi, qui m'intéresse aussi, c'est que ce système anthropique passe son temps, donc pour des raisons la financière, c'est-à-dire que le système n'est plus dans un actionnariat patrimonial, on est dans un actionnariat capitalistique, donc on cherche à obtenir le maximum de valeur en un minimum de temps, donc ce qui coûte le plus cher c'est l'humain, et donc toutes les stratégies sont trouvées pour l'enlever. Sauf que dans une équation dans laquelle on a une démographie qui est en augmentation et l'emploi qui est en régression, on met automatiquement la société civile sous tension, et la société tout court sous tension. Ça a quoi comme effet? Ça a comme effet qu'on a moins de gens dans les entreprises qui sont suroccupés et qui perdent complètement la capacité à avoir du temps pour analyser les choses, pour innover, pour créer, pour faire différemment. Donc on est dans une spirale qui fait toujours la même chose. Donc sur les capacités d'innovation, quand même, ça questionne. Ensuite, c'est une population réduite, les salariés, qui va être en capacité de consommer. Les autres qui sont de plus en plus importants à l'extérieur, ayant moins de revenus, qu'est-ce qu'ils font? Ils limitent leur consommation. Et des événements comme début janvier, accentuant les phénomènes de peur, en tout cas médiatisés, n'incitent absolument pas à la consommation. Donc ça veut dire que toute notre société libérale est basée sur la consommation et la dette, et on met de plus en plus de gens à l'extérieur qui, pour survivre, vont sortir au maximum de la consommation et de la dette, et qui vont trouver d'autres formes. Donc ça veut dire qu'in fine, à force de mettre sous tension, ce système tue lui-même la branche sur laquelle il est. Il la scie. Ici sa branche. Ici la capacité des personnes à avoir les revenus pour consommer ne serait-ce ce qui est produit dans les entreprises. Et du coup, les personnes qui se retrouvent volontairement ou de fait à l'extérieur du système, qui voient les vitrines et qui ne peuvent plus y aller, ils font autrement. Et donc, on voit de la consommation participative, on voit des tas d'autres choses, et à force de se détacher de la consommation, au bout d'un moment, les gens ils consomment juste plus. Enfin, quasiment plus, ou plus que le nécessaire, et ils trouvent d'autres sources d'intérêt, ils trouvent d'autres manières d'être ensemble, de vivre ensemble, de faire des choses ensemble, et c'est quand même un endroit où ces personnes-là, donc c'est cette espèce d'effervescence, d'initiatives, qui sont faites, que ce soit au travers des Fab Labs, des Living Labs et autres. On essaie de fabriquer, comme dans un atelier... Notamment par de la récupération. Il y a voilà. beaucoup aussi d'entreprises, de start-up qui misent sur tout ce qui est récupération, création d'objets. On voit bien, de toute façon aussi, Blablacar, toutes ces nouvelles structures, le covoiturage. Enfin, les gens trouvent d'autres modèles. Et de plus en plus, ils s'adaptent. Et ils sont en train de mettre en place, par les usages, par les pratiques, de nouveaux schémas et de nouveaux circuits économiques. Donc on va se retrouver finalement avec deux systèmes parallèles, où si un n'arrive pas à vivre à côté de l'autre, il y en a un des deux qui va basculer à un moment donné. En tout cas, voilà, c'est ce phénomène d'exclusion, ce phénomène anthropique de ce système-là, qui crée de l'exclusion de toutes les manières,
Et dans les exclus, la grande majorité se disent le besoin de vie, la résilience est tellement forte qu'il y a de la créativité, qu'il y a de l'innovation. Et donc là, il y a un réservoir extraordinaire d'innovation que les entreprises classiques ont un mal fou à arriver à retrouver. Et donc, est-ce qu'il y aurait pas un moyen d'arriver à fertiliser ces deux environnements-là plutôt que effectivement l'un qui détruit l'autre et ce clivage? Complètement. Et est-ce qu'on ne serait pas arrivé aujourd'hui à un phénomène de résilience collective? En tout cas, c'était l'expression qu'on a vue. Voilà. Il y a cette envie-là majoritaire de résilience et d'avoir envie de vivre. On est tous des êtres vivants et ce qui prime, c'est l'envie de vivre et simplement, on va s'y prendre comme on peut. Et regardez, la plupart des temps, quand on scie un arbre, très souvent, on voit des petites pousses repartir et on a des nouveaux arbres qui émergent autrement. Donc la question, c'est peut-être de regarder, est-ce que le gros arbre n'est pas en train de se déliter et de s'abîmer sans en avoir conscience, en étant convaincu d'être encore un grand et gros arbre, et peut-être de ne pas se rendre compte qu'il se fragilise tellement, qu'il s'abîme, mais qu'autre chose est en train de pousser à côté. En fait, je me posais la question, je me disais, il faudrait... Donc, c'est pour ça aussi que j'ai lancé un site internet, donc Jobspheric, pour pouvoir mettre à disposition un peu un espace, un lieu d'échange pour co-créer l'entreprise de demain. Je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas initier ou créer un lieu physique également, un espace d'échange avec des profils différents, avec un brassage de jeunes pousses, d'entreprises plus traditionnelles, pour accompagner ces changements-là et partager les bonnes pratiques. J'ai lancé un site qui s'appelle Jobspheric il y a à peu près 1 an, justement pour un peu éclairer sur l'évolution des métiers et comment les métiers RH vont devoir évoluer, prendre à bras le corps toutes ces nouvelles problématiques. Je me disais, ça serait peut-être bien aussi qu'il y ait une prise de conscience, parce que la prise de conscience, elle est au sein de chaque entité. Et il faudrait qu'il y ait plus de partage entre les différentes entités qui ont les mêmes problématiques, et un partage des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, avec des personnes qui ont envie de mettre des nouvelles idées, des nouvelles méthodes en route pour pouvoir essayer d'évoluer ensemble. Alors on peut créer ces espaces-là soit complètement hors temps de l'entreprise, c'est-à-dire qu'effectivement c'est à l'initiative de chacun, qu'il soit dirigeant, manager, salarié, de dire on a envie effectivement de partager avec d'autres et de poser des problématiques qui sont que des problématiques d'entreprise ou qui sont plus vastes que ça, et de dire comment est-ce qu'on y répond, comment est-ce qu'on co-crée demain. Ça peut aussi être utilisé par toutes les formes de crédit temps, c'est-à-dire dans les RTT et autres. Il existe des RTT solidaires, mais on peut très bien avoir des RTT co-construisons demain ensemble. Et donc simplement des personnes qui sentent que s'ils n'ont pas d'espace pour pouvoir parler les contradictions qu'ils vivent, que ce soit au sein de l'entreprise ou dans leur, comme on l'a dit tout à l'heure, entre leur côté citoyen et leur côté salarié, ou tout autre type de difficulté, s'ils n'ont pas un espace simplement pour se déposer, discuter, partager, benchmarker, il est fort possible que ça soit source de tension. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas envisager des RTT co-créons demain ensemble. Co-créons demain ensemble l'entreprise que nous voulons. Merci Christine. Merci Christelle. Au revoir. Au revoir.